L'éducation, notre manière de parler ou d'agir avec les enfants influe sur leur comportement et sur leur développement. C'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes qui l'affirment et qui mieux qu'un pédopsychologue pour en parler. Nous avons le plaisir d'accueillir mesdames, messieurs. Déjà, c'est un plaisir de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de Moins Femmes sur Dash News. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir également Armand Happy. Il est également psychologue clinicien. C'est bien cela. Oui, oui. Bienvenue Armand. Merci. Nous accueillons également avec beaucoup de plaisir, c'est déjà une routine, Tatiana Tchoupé-Mabogo, notre spécialiste en jouets éducatifs. Nous avons choisi de l'accueillir aujourd'hui puisque nous parlons d'une thématique assez intéressante qui concerne la parentalité et l'éducation positive, c'est ça? Tatiana, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Dash News. Pour cette semaine, nous nous penchons, comme je l'ai dit en l'entame de cette émission, sur l'éducation positive, comment comprendre l'impact de l'éducation, des mots, des gestes, puisqu'il est question d'agir, comment comprendre l'impact sur les enfants. Lorsqu'on parle d'éducation positive, même il s'agit de quoi, en fait? En fait, c'est l'ensemble des pratiques parentales qui sont mises sur pied, qui sont déployées par les parents, le père, la mère, pour favoriser, bien pour garantir un développement harmonieux chez l'enfant. Ça veut dire que pour qu'un enfant ait une personnalité plus tard stable, pour qu'un enfant soit en mesure de faire face de manière efficace aux défis de la vie, il faudrait qu'il ait des assises, qu'il ait des ressources. Et l'environnement familial, les proches parents sont généralement des personnes qui amènent cet enfant à avoir ces ressources. Lorsque les pratiques parentales ne sont pas saines, lorsqu'elles ne sont pas positives, lorsqu'elles ne sont pas adaptées, on débouche sur un enfant qui a des difficultés d'adaptation dans la vie sociale, des difficultés d'intégration sociale. Est-ce que justement l'éducation qu'un parent transmet à son enfant émane de ce que le parent a reçu de la société? Je vais prendre votre question de manière globale, parce que on parle d'un être humain. Pour comprendre ses comportements aujourd'hui, il faut qu'on soit en mesure de mobiliser un ensemble de ressources, un ensemble de compétences pour mieux comprendre comment est-ce qu'il se comporte, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme il se comporte aujourd'hui. Et un enfant qui a des capacités d'adaptation ou bien qui a des troubles de comportement, en réalité, les pratiques parentales ne représentent qu'un seul facteur sur un ensemble d'autres facteurs. Et effectivement, un parent, un adulte ne peut offrir que ce qu'il y a dans son cerveau. Et ce qu'il y a dans son cerveau, il l'a puisé dans son environnement à lui quand il était tout petit. Et c'est démontré aujourd'hui que les pratiques parentales reçues ou bien qu'un parent met en place sont celles qu'il a reçues lui-même quand il était tout petit. Et lorsque un enfant est soumis à des pressions sociales, est soumis à des violences sociales, cela a un impact sur son adaptation à lui-même, sur la qualité des comportements que lui adopte quand il devient adulte. Donc, il n'y a pas que les pratiques parentales qui comptent comme facteur de développement de l'enfant. Il y a aussi des facteurs qui sont liés directement à l'enfant lui-même. Voilà, donc on aura certainement le temps de revenir sur toutes ces choses. Justement. Et à partir de là, est-ce qu'on peut parler d'une parentalité européenne et d'une parentalité africaine? J'entends souvent des gens dire « Ah oui, ça c'est pour les blancs, moi quand j'étais petit, on me fouettait, le nègre a besoin de chicotte, ainsi de suite. » Alors, je vois ça en clinique tous les jours. Vous voyez, des adultes qui arrivent,
qui viennent parce qu'ils ont des difficultés à gérer leurs propres émotions ici et maintenant, ou bien qui n'arrivent pas à dormir. Mais ils sont surpris que je commence à leur poser des questions sur comment étaient leurs parents, comment étaient les relations avec leurs frères, comment est-ce que maman était, ainsi de suite. Et que je commence à leur poser des questions sur la qualité de l'attachement, le style éducatif des parents. Mais non, c'est pas ça que j'ai comme problème, vous voyez, c'est que maintenant je n'arrive pas à dormir. Et puis, c'est une occasion pour leur expliquer qu'effectivement, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est un construit, c'est le résultat d'un ensemble de choses, une trajectoire que vous avez suivie. Et il est bon pour nous de retracer cette trajectoire pour mieux vous comprendre. Et que l'on soit en Afrique, en Asie, n'importe où dans le monde, on sait que pour que un individu se développe de manière adaptée, il faudrait que son organe principal reçoive des informations de qualité. Et cet organe principal, c'est le cerveau. Beaucoup de parents ont tendance à mettre l'accent sur des choses secondaires. Est-ce que l'enfant, est-ce qu'il a bien mangé? C'est important, hein? Est-ce que l'enfant, il a une chambre bien propre? Est-ce qu'il a des vêtements propres? Est-ce qu'il a le dernier iPhone? Des choses comme ça. Et ignore vraiment de manière légendaire que pour qu'on ait un individu qui a des compétences, qui a des comportements souhaitables, c'est-à-dire qui est honnête, qui est gentil, qui est sociable, il faudra qu'on puisse nourrir son cerveau. Et pour nourrir son cerveau, il faut y mettre des choses positives. Un cerveau qui est agressé, qui est maltraité, qui est abandonné, qui est négligé, en réalité, ne peut avoir que le résultat attendu, c'est-à-dire une personnalité ou bien une personne qui est inadaptée et qui a des comportements plutôt agressive, une personne agressive. Donc l'agressivité, c'est une forme d'issue, ce n'est pas la seule issue. On peut avoir par exemple un adulte demain qui va être renfermé sur lui, introverti, qui ne va pas pouvoir assister par exemple à une réunion de travail. Il va préparer par exemple son rapport, mais il ne va pas le présenter je sais pas, au conseil de l'entreprise, voilà, parce qu'il n'a pas les possibilités de pouvoir faire face au regard des autres. Par exemple. Tatiana Mabogo, quel type de parent vous êtes? Plutôt parent ferme ou bien vous êtes attaché au dialogue? Je dirais que je suis un peu à cheval sur les deux. Très ferme en ce qui concerne les principes de base de la maison, c'est-à-dire ce qui doit être fait pour qu'une maison fonctionne normalement. Mais en même temps, je mets le dialogue pour faire comprendre à l'enfant pourquoi est-ce que je pose telle ou telle règle. Oui, la communication vient après avoir érigé les règles. Je leur explique le pourquoi et je leur dirige à ce qu'ils posent des actes qui vont aboutir à ces règles-là. Oui, donc je suis, on va dire, un peu très ferme en ce qui concerne... Je pense que vous êtes maman de 6, comme vous aimez à le dire, mais aussi maman de tout petits enfants. Est-ce qu'à cet âge-là, forcément, on comprend les règles de maman? On ne comprend pas, mais je me dis, ce que nous voulons pour nos enfants, c'est ce qui est bien. Donc, je dois poser les règles, quel que soit l'âge, parce que c'est la fondation, comme le psy l'a dit, c'est la fondation qui fait le demain de l'enfant. Donc, je pose mes règles, mais maintenant, en fonction des règles posées, j'essaye de dialoguer avec l'enfant pour lui faire comprendre le bien fondé de la règle que j'ai demandé de faire. Donc, je pose la règle et je vais en douceur en même temps. Est-ce que ce que vous adoptez en tant que maman correspond à l'environnement dans lequel vous évoluez ou c'est un choix ou bien un modèle inspiré de vos propres parents à vous? Modèle parental, oui. Je dis déjà merci à mon papa parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis et à maman également. Mais vous avez dit papa avant maman. Parce qu'il était très rigoureux. Et je pense que s'il ne l'avait pas été, je ne serais pas là aujourd'hui. Il était très rigoureux. Et avec le temps, plus on grandit, il a introduit à ce jour la communication. Il communique plus, il n'impose plus. Parce qu'il a réussi à mettre la base. Maintenant, en tant qu'il sait que l'enfant a grandi, on peut maintenant échanger et voir ce qui est bien pour son avancée. Donc je dirais plus que je me base sur ce qu'il a fait et je complète avec la société en dialoguant. Vous n'êtes pas critiqué sur cette approche? Ça m'arrive très souvent, surtout lorsqu'on arrive chez moi et qu'on voit que tout est fait d'une manière très stricte, très stricte. Les écrans, non, presque pas allumés. Et on se rend compte qu'à une certaine heure, c'est la petite de moins de 6 qui va dire « Maman, c'est l'heure de la lecture ». Et hop, tout le monde attrape un livre.
on se me regarde, ma petite soeur me regarde et me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est l'heure de la lecture. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que je mets autant de rigueur, mais mon époux et moi, on essaye d'avoir un plan pour aboutir à quelque chose qui va être mieux lorsqu'ils vont se présenter dehors. Dans tous les cas, c'est pour l'intérêt des enfants. Oui, c'est pour l'intérêt des enfants. Je ne vais pas demander au pédopsychologue ce qu'il en pense, mais toujours est-il que j'aimerais savoir, éducation bienveillante, pourquoi? Pourquoi faire, en fait? Pour avoir un adulte autonome, un adulte adapté, un adulte qui a des comportements fonctionnels. Parce que il y a des gens qui vont pratiquer une éducation militaire. Ça veut dire qu'on trace une barrière et puis personne ne doit traverser la barrière. C'est comme ça. Il y a des parents qui vont rentrer dans ce qu'on appelle l'inconsistance. Ça veut dire que on a un enfant qui a un comportement que nous jugeons inadapté. On va lui dire: assieds-toi là, tu ne bouges pas. C'est une forme de punition. Mais l'enfant va nous regarder tout malheureux. On va dire: ah non, tu es quand même mon père, va jouer. Vous voyez, vous répétez ça. Et l'enfant comprend que vous êtes un blagueur, que vous n'êtes pas sérieux. Donc il peut jouer avec vous. De toute façon, vous n'êtes pas ferme dans vos décisions. Or, l'idée c'est que vous laissez la possibilité à l'enfant de découvrir son environnement, mais que vous soyez en mesure de mettre des limites. Ça veut dire que on est libre en tant qu'enfant de faire des choses qui nous permettent de découvrir. Parce que c'est en expérimentant autour dans son environnement que l'enfant apprend. Il n'y a pas un autre moyen d'apprendre. Apprendre à grandir, c'est toucher, c'est sentir. Voilà. Mais maintenant, il faut à un moment mettre des limites. Et lorsqu'on a mis une limite, on doit la respecter. Est-ce que, vous me rattrapez si je me trompe, éducation bienveillante, c'est la capacité qu'a un parent à allier fermeté et bienveillance? Mais ça veut dire que c'est la capacité qu'a un parent à comprendre son enfant. Ça veut dire que... Où se trouve la subtilité? S'il se met à crier, certainement il a un besoin. S'il se met à frapper son camarade, certainement il a un besoin, il y a un problème quelque part. Et vous devez être assez intelligent sur le plan émotionnel pour comprendre quel est ce besoin et agir en fonction de ce besoin. S'il se met à hurler, on va pas simplement lui dire « tais-toi, j'en ai marre, tu m'agaces ». Il peut être en train d'exprimer une frustration. Si vous ne comprenez pas la frustration, toutes les réactions que vous allez avoir derrière vont ressembler à de la maltraitance. Donc, même si vous n'avez pas l'intention de le maltraiter. Mais nous sommes tout de même en Afrique, Armand Rapi. Dans les rues, par exemple, on verra une maman qui fasse peut-être un cri ou bien à un moment de colère d'un tout petit enfant. Lorsqu'elle opte, par exemple, pour le dialogue, l'écoute, vite, elle a tout le monde sur le dos où on dit c'est comme ça que vous faites et après les enfants vous dépassent. Le contraire, en fait, c'est que c'est le fait de vouloir à tout prix utiliser la coercition, la violence, la brimade, qui va soit rendre l'enfant hyper fermé, soit l'amener à se rebeller. Parce que justement, la notion de l'escalade, je dois avoir à tout prix raison sur l'enfant. C'est moi qui ai le dernier mot. Vous n'avez pas besoin de démontrer à votre enfant que vous avez le dessus sur lui. Vous êtes le parent. Naturellement, vous avez le dessus sur lui. Mais comment est-ce que vous l'amenez lui à comprendre que vous avez le dessus sur lui? Et l'une des problématiques, vous faites bien de relever ça, c'est que beaucoup de parents, dans leur compétence de parentalité, s'évaluent par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et par rapport à leur propre expérience de parents, est-ce que je suis en train d'utiliser, est-ce que je suis un bon ou un mauvais parent? Quand on arrive à se poser ce genre de questions, alors la seule chose qui nous vient à l'idée lorsque l'enfant a un problème, c'est comment est-ce que je fais pour qu'il se taise? Parce que s'il ne se tait pas, ça veut dire que je suis un mauvais parent. Vous voyez? Et ça fait qu'on est tout le temps en conflit, on est tout le temps en guerre, on est tout le temps... Avec soi-même d'abord. Avec soi et avec l'enfant. Et dans ce genre de situation, le seul perdant, c'est le parent. Le seul gagnant, c'est l'enfant. Parce que si vous arrivez à le frapper et qu'il se taise, il va rester dans son coin, il pleure. Après, vous commencez à poser des questions, mais est-ce que j'ai même bien fait?
Si finalement c'est lui qui prend le jouet et qui s'en va avec, mais est-ce que je suis un bon parent? Donc dans toutes les situations, c'est vous qui êtes perdant. Du coup, il faut privilégier la voie de l'écoute. C'est-à-dire, s'il se met à hurler pour ce truc, s'il se met à pleurer, à frapper, mais qu'est-ce qui peut bien le déranger? Donc si vous posez la question de la servitude, c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est-à-dire, comment je fais pour que mon enfant se taise? Alors vous devenez son esclave à vie. Il fera tout pour vous énerver. Or, la question doit être, mais c'est quoi le problème et comment est-ce que je peux l'amener à exprimer ou bien à résoudre son problème. Voilà les vraies questions. C'est ça là que l'éducation positive recommande beaucoup de communication. Très bien. Maintenant, beaucoup de personnes voient ça d'un mauvais œil pour une seule raison. Vous voyez, c'est long. Ouais. Il faut faire preuve de patience. Oui. C'est long pour quelqu'un qui a lui-même vécu dans un moule où il a subi maltraitance et violence. Attendez, on va faire une image. Essayez d'éduquer sans crier. Obtenir de l'enfant sans crier, sans hurler, en étant calme, toto. Ouais. Ça s'entend? Ça se fait. Ouais. Ça se fait. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire justement parce qu'elles ont leurs problèmes personnels. Ça veut dire que si vous avez subi des traumas étant petit, ne vous dites pas que c'est quand vous serez grand que ça va partir. Ça va vous suivre. Ça nécessite donc peut-être une formation pour pouvoir arriver à... Exactement. Donc ça veut dire que non seulement une formation, mais le plus souvent aussi un accompagnement. Ça veut dire que le parent lui-même, qui n'arrive pas à avoir des pratiques parentales adaptées, a besoin qu'on le prenne en charge lui-même, qu'on résolve ses traumas vécus et qu'on lui installe des ressources pour pouvoir avoir justement cette patience lorsque l'enfant se met à hurler dans un supermarché par exemple ou bien dans la rue. Comment faire pour que les autres, ou bien comment faire pour résister au cri de l'enfant, ça c'est une première source d'information, et au regard des autres, parce qu'après il y a tout ça qui compte. Vous voyez que ça devient très difficile et beaucoup de personnes n'ont pas le temps à perdre avec ça. Vous voyez, c'est qu'il faut agir tout de suite, il doit se taire. Tatiana, on n'a pas oublié nos moments d'un regard, c'est juste le regard de maman de ramener à l'ordre. De ramener à l'ordre, oui, c'est pas évident lorsque l'enfant se met à crier en public. Il faut vraiment avoir de la patience, on va dire un effort surhumain pour ne pas également crier sur lui. Mais j'ai remarqué que, comme monsieur Happy a dit, c'est vraiment à la base. Parce que lorsque je crie sur les plus grands, je remarque qu'ils se renferment sur eux. Lorsque je crie sur la petite, la dernière de 2 ans, elle ne réagit plus, elle ne fait plus rien. Pourtant, lorsque je dis s'il te plaît, est-ce que tu peux, rapidement, elle agit. Et à chaque fois que je dis s'il te plaît, à chaque fois que je parle tout doucement, elle réagit très rapidement à ce que je veux. Mais lorsque je crie, c'est tout le contraire. Puisqu'on parle de parentalité, je vais prendre un petit exemple, une anecdote où je suis face à ma petite de 3 ans. Et que je me dis, ok, j'ai lu sur la parentalité positive et je vais essayer. Et je me dis, pour préparer cette émission, je me donne 1 semaine, je vais essayer pour voir ce que ça fait. Je dis, bon, à chaque fois que tu me diras la vérité, au lieu de chercher à vouloir me mentir, je vais applaudir pour toi. Elle me dit, c'est vrai, je dis oui, parce qu'elle est bavarde pour ses 3 ans. Et la petite me verse de l'huile sur la paillasse et j'entre à la cuisine, je suis vraiment remontée, je dis, mais qui a versé? Elle me dit d'abord, elle me pointe son aîné, après je dis, tu es certaine que c'est lui? Elle dit, si je dis la vérité, tu vas applaudir pour moi? Je dis, oui maman, je vais applaudir pour toi ma chérie. C'est qui? C'est moi. Maman, tu n'as pas applaudi. Mais je n'avais pas envie d'applaudir. À l'instant là, j'avais envie qu'elle sorte de la cuisine. Donc c'est dire que pour arriver à avoir cette éducation bienveillante, il faudrait d'abord se réconcilier avec soi-même et penser ses propres émotions, parce qu'au fond de vous, il y a comme un combat. L'agressivité et la douceur, c'est réel, hein? Vous pouvez pratiquer à la maison si vous voulez, c'est pas évident. On dit éducation bienveillante, mais j'ai fini par comprendre que ça nécessite une formation même sur la parentalité. Et cette formation commence d'abord par se comprendre soi-même avant de vouloir essayer d'appliquer sur les enfants. Voilà. Et effectivement, c'est que parfois, il y a ce qu'on appelle le contrat. Vous
voyez, vous avez un contrat verbal avec votre enfant, il faudrait qu'elle apprenne à vous faire confiance. Du coup, si vous rompez le contrat dès le début, j'avais envie de le rompre. J'avais envie de le rompre, mais j'étais dos au mur. Du coup, vous n'applaudissez pas parce qu'elle a versé... Oui, j'ai applaudi. Non, vous n'applaudissez pas parce qu'elle a versé de l'huile. En fait, ce n'est pas ce comportement que vous valorisez. C'est la vérité. Le comportement que vous valorisez, c'est la vérité qu'elle vous a dit. Du coup, elle comprend que lorsqu'on est honnête et ouvert, ben, on arrive toujours à attirer la sympathie de l'autre. En fait, c'est ça qu'il faut que la personne comprenne. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que la personne comprenne. Et c'est un comportement qui se cultive. Un peu comme quand on met un grain de maïs en terre. On ne va pas avoir l'épi de maïs le lendemain. Il faut attendre au moins 3 mois pour pouvoir récolter ce maïs. Et c'est peut-être tout un processus. C'est un processus. Non. Et il faut commencer tôt. Et il y a un autre truc qui est compliqué avec les parents. C'est que le parent va dire à l'enfant, ne touche pas, ne monte pas, ne t'assois pas, ou bien ne saute pas sur la table, ne faites pas, ainsi de suite. Alors si vous faites ça à un enfant qui a 3 ans, vous perdez votre temps, il ne comprendra jamais ce qui se passe. Pour une seule raison. Son cerveau est très jeune et immature. Les fonctions exécutives qui nous rendent humains mais sont en train de se développer. Du coup, quand vous lui dites ne touche pas, son cerveau dirige son attention sur ce comportement que vous êtes en train d'interdire, c'est-à-dire le fait de ne pas toucher. Donc ça veut dire que son cerveau reste sur le mot toucher. Et il centre son attention là-dessus. Bon, comme c'est quelqu'un qui n'a pas encore une capacité d'inhibition, c'est-à-dire de pouvoir stopper un comportement pour faire venir un autre, du coup, il ne comprendra pas que il faut ne pas toucher. Et bon, si on ne touche pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Du coup, c'est quand vous le regardez, donc vous voyez l'image de votre maman, c'est quand elle vous regarde que vous sentez que non, elle ne m'a pas touché. Vous voyez, c'est elle qui vous rappelle que, dans l'éducation, dans la parentalité positive, au lieu de dire à l'enfant ce qu'il ne doit pas faire, il faut dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Ok. Ça veut dire que le pot, par exemple, de fleurs reste sur la table. Vous voyez? On ne doit pas dire ne touche pas. Très bien. Pose-le sur la table. Vous allez le dire 1 milliard de fois. C'est cette image-là que son cerveau va capter et il va intégrer. Sur la table. Vous voyez? On s'assoit sur la chaise. On mange à table. Vous lui dites ce qu'il doit faire. On ne mange pas par terre. On ne monte pas sur la... Vous voyez, quand vous dites ça comme ça, vous perdez votre temps. J'espère que vous nous écoutez à la maison. Donc, c'est important. Il faut lui dire ce qu'il doit faire. Et non ce qu'il ne doit pas faire. Exactement. Comprendre les besoins de l'enfant. Voilà. Et c'est toute une école. C'est une école. Et ça nécessite, même avant d'apprendre ses compétences de parentalité, que le parent lui-même se soigne. Ce n'est pas forcément aller rencontrer un spécialiste, mais c'est pouvoir se remettre en question. C'est-à-dire, quand je frappe l'enfant pour une ou Y chose, c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce que je vais obtenir? L'enfant ne va pas être autonome dans la gestion du problème. Il va agir par peur. Et le jour où il ne me voit pas, le comportement inattendu revient. Automatiquement. Donc il faut l'amener à être responsable, plutôt que de fabriquer chez lui la peur. En tout cas, merci. Merci. J'espère aussi surtout que les parents qui nous regardent, si vous êtes parents ou si vous êtes en attente d'un enfant, il est important de s'informer sur cette notion de parentalité bienveillante, notion d'éducation positive. Les experts insistent sur le fait que l'éducation positive favorise l'acquisition des compétences, mais Tatiana ayant grandi dans un contexte axé sur la fermeté, les enfants qui n'avaient pas forcément droit à la parole, ça ne vous a pas, vous êtes au fait de cette éducation positive, mais ça ne vous empêche pas de garder cette éducation axée sur la fermeté. Pourquoi? S'il vous plaît, fermeté et violence, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas fermeté est positive. Ouais, ok. Voilà. Être ferme, c'est-à-dire que si tu finis de manger, tu prends tes assiettes, tu les amènes à la cuisine. Et il doit le faire. Et il doit le faire. Tant qu'il Donc, là, voilà. ça veut dire qu'on évolue pratiquement sur un fil de crête. C'est-à-dire, on peut facilement confondre fermeté et violence. Exactement. Oui. Être ferme, c'est-à-dire on veut que l'enfant ait un comportement positif. On doit s'assurer qu'il le fasse.
Justement. Pas qu'il commence à penser, non, non, laisse mon père, tu es fatigué, je vais le Non, faire. la précision valait la peine. On est ferme sans être violent. Exactement. Oui, Tatiana. Donc, comme il le dit si bien, je fais l'effort d'être ferme sur toutes les décisions qu'on prend à la maison. Parce que c'est très important que l'enfant puisse suivre un cheminement. Mais également, il ne faudrait pas aussi qu'en fonction de son âge, que ce cheminement-là soit difficile. Donc, lorsqu'on trouve que le cheminement est difficile, on va aller progressivement. Déjà, le fait, on dit souvent mon ici, mon tout. Le fait que moi je fasse, que je pose cet acte-là, lorsque je dis à l'enfant à la maison de le faire, automatiquement, il trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de dire à l'enfant, lorsque tu manges, quel que soit ton âge, porter ton assiette et aller déposer s'il marche déjà. Et pour ce faire, je dois faire de même. Je ne dois En pas fait, manger. l'enfant est comme une éponge qui absorbe tout ce qui vient du parent. Oui, Vous savez, le cerveau, c'est la machine la plus complexe qui existe sur la Terre. Et en fonction de ce qu'on y met, ben, le résultat se verra. Donc si on commence avec le laxisme, avec la surprotection, avec l'abandon. Oui, avec justement, la ne pas négligence, confondre bienveillance et laxisme. et surprotection. Surprotection. Exactement. C'est des choses, il y a une limite entre toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'un parent qui est bienveillant ne va pas empêcher à son enfant de gravir les marches des escaliers. Ou bien lorsqu'il a fini de manger, de prendre son assiette pour aller le déposer à la cuisine. C'est tout à fait normal que l'enfant le fasse. Ça contribue à son autonomie plus tard. Mais un enfant qui est surprotecteur va dire, oh non, mais il y a la nounou, enfin, il ne doit pas toucher à ça. Il ne doit pas, même pour se servir de l'eau, on va venir mettre à sa place. Il ne sait pas qu'on peut ranger un habit sale dans tel environnement. Il ne sait pas qu'on peut aller en ramasser ses chaussures, ses habits sous le soleil et venir mettre à la maison, ainsi de suite. Il ne connaît rien de tout ça parce que les autres le font pour lui. On a l'impression qu'on rend service à l'enfant, on a l'impression qu'on l'aime beaucoup, mais non, on le détruit. Une surprotection qui finit par détruire cet homme de demain. Exactement. Demain, on aura quelqu'un qui va être... il n'aura absolument Dépendant. aucune confiance en lui, il sera dépendant. Je vois des enfants à l'université, par exemple, les parents viennent encore faire leur inscription. Mais c'est pas logique, c'est pas normal, c'est dysfonctionnel. À quel moment il sera autonome? À quel moment il va prendre les devants par lui-même? Le jour, peut-être, il va quitter ses parents. Qui va lui faire la cuisine? Qui va arranger ses vêtements? Ainsi de suite. Donc, c'est dès les premiers moments de la vie, c'est aux premiers âges, qu'on amène l'enfant vers cette voie de l'autonomie, naturellement, en tenant compte de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut faire, de son âge actuel et de ce que son cerveau est capable de faire. On ne va pas demander, par exemple, à un enfant de 5 ans, il ne sait pas de faire la vaisselle, mais au moins, on peut l'impliquer sur, tu vas débarrasser la table quand les autres ont fini de manger, et plus tard, on va ajouter progressivement, même s'il y a des gens qui peuvent le faire dans la maison, mais que lui sente aussi qu'il peut participer. Et le faire, ce n'est pas une forme de maltraitance. Le faire, c'est l'aider lui demain à être autonome. J'ai reçu une patiente en consultation. Vous voyez, elle a quand même 22 ans, elle est à l'université, elle vit seule, mais elle ne sait pas faire des œufs. Donc pour manger, il faudrait qu'on aille acheter la nourriture qu'on vient stocker au frigo, qu'elle doit réchauffer régulièrement. Parfois même c'est des amis qui viennent l'aider à le faire parce qu'elle ne sait pas le faire. Vous voyez. Donc est-ce qu'on lui a rendu service en le faisant? Non, elle reste dépendante, elle reste collée aux autres. Ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres exemples qui existent parce que les parents ont confondu la fermeté et la surprotection. Surprotection. Maintenant, en tant que parent, lorsque la colère survient, qu'est-ce qu'on fait? On est un être humain. On est des êtres humains. Il faut se dire que la perfection, ça n'existe pas. Donc on peut être bienveillant, on peut avoir des comportements, parentaux adaptés, mais un jour, on peut craquer. Très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça ne veut pas dire qu'on a tout raté, ça ne veut pas dire qu'on est un échec. Ça veut simplement dire qu'en tant qu'être humain, la situation était un peu plus au-dessus de nous aujourd'hui. Alors on se calme, on respire, on s'éloigne, on prend 2 minutes, ça redescend. On revient. Ah ça? C'est comme ça que ça marche. Tatiana. Je vais vous dire des choses. Imaginez où on se verrait un adolescent en consultation. Vous allez me dire, oui, vous êtes un pro et tout. Ok. Et lui, vous posez des questions. Il vous regarde. Et puis vous demandez, vous êtes qui? Oui, un enfant qui vous dit ça. Si vous n'avez pas cette capacité à vous maîtriser, voilà, vous pouvez devenir vous aussi agressif vis-à-vis de lui.
Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Ça résout quel problème? Mais en Afrique, par exemple, on est habitué, surtout en Afrique subsaharienne, dans la configuration familiale, à un oncle, une tante qui est réputée pour être vraiment stricte, à qui on confie des enfants ou notamment des ados qui sont en train de s'égarer. C'est quoi la solution après? C'est quoi le résultat après? On n'a pas d'études dessus, n'est-ce pas? Mais de ce qui nous revient, par exemple, je vais toujours parler de la clinique. J'ai des parents qui ont même amené l'enfant dans des camps militaires, qui ont confié l'enfant à un colonel. Occupez-vous-en, il me dépasse. Mais au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les comportements ne faisaient que s'accentuer. On ne résout pas les problèmes de comportement par la violence. On les résout en comprenant c'est quoi le problème de l'enfant. Il peut être en train d'utiliser un comportement agressif ou violent. Il peut être en train de faire des larcins dans la maison, des petits vols et tout ça. Il peut vendre ses affaires et tout. C'est des comportements inadaptés. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est parce que, si vous commencez à vous dire, ben, il fait ça pour me déranger, on l'a envoyé pour me nuire, il fait ça parce qu'il est méchant, ainsi de suite, vous faites fausse route. C'est pas peut-être ça le problème. Il y a toujours une explication à tout. Ça, c'est une explication rapide. Ça rentre dans les préjugés. Vous voyez, c'est des préjugés, généralement des préjugés négatifs. Ça veut dire que, on va dire qu'il y a toujours un enfant qu'on envoie dans une famille pour déranger les autres. Vous voyez, pourquoi est-ce que dans la famille, tous les enfants ont des comportements différents? C'est parce qu'il y a des facteurs, plusieurs facteurs qui interviennent dans le développement d'un être humain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que lui, il est à ce niveau, il a ce type de comportement? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des facteurs personnels. Est-ce que cet enfant, par exemple, a un déficit de développement au niveau des cognitions sociales, c'est-à-dire la capacité à se mettre à votre place, à comprendre votre état émotionnel et à ajuster son comportement par rapport à votre état émotionnel? Imaginez, je vous vois en train de pleurer. Quelle va être ma réaction? Même si j'étais joyeux n'importe comment, je vais me calmer. Je vais essayer de vous montrer de l'empathie pour que vous sentez que moi, je vous comprends. Et je ne vais pas rajouter sur votre violence ou bien sur votre douleur, vous voyez. Mais un enfant qui a des problèmes au niveau de la cognition sociale, il ne comprendra pas quel est votre état émotionnel. Ça ne voudra rien dire pour lui. Donc il va en rajouter sans mesurer l'impact. Donc si on n'a pas compris qu'il a ce type de problème, on va le juger très facilement. Alors si c'est un enfant, par exemple, qui a des problèmes au niveau des fonctions exécutives et qui ne sait pas inhiber, qui ne sait pas planifier, qui ne sait pas organiser, mais on va le juger très rapidement. Or, si on avait pris le temps d'identifier, de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, on aurait trouvé une solution plus adaptée. Pourquoi pas lui proposer un traitement, un accompagnement qui généralement aussi est long parce que c'est pas en deux jours que ça se résout. Bah donc, derrière chaque comportement inadapté, il y a une fonction, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il faut chercher le problème plutôt que d'aller directement faire des solutions faciles qui ne résolvent absolument aucun problème. Parce qu'on va le fouetter, on va le punir, on va faire tout ce qu'on aura à faire, mais il va se calmer parce qu'il a peur des représailles. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Est-ce qu'on a résolu le problème? On a créé un autre problème. Donc si son problème, par exemple, de compréhension de l'état émotionnel de l'autre, on a ajouté la peur. Bon, Tatiana, cette nouvelle idée de relation parent-enfant cadre-t-elle avec l'environnement socio-économique ici en Afrique subsaharienne? Bon, pour ma part, je ne pense pas que l'éducation de l'enfant devrait être calquée sur le climat socio-économique, non. Et ça devrait plutôt être ce qu'on souhaite que l'enfant advienne. Comment est-ce qu'on voudrait qu'il soit dans la société? Et à partir de là, essayer de poser des principes, des règles et être ferme dans l'évolution de tout ça. Et plus l'enfant grandit, plus on devrait lui donner plus de l'amour et encore plus de dialogue. Parce que plus ils sont grands, plus on passe encore à la communication. Du moins, c'est ce que je fais avec les enfants à la maison. Donc, je ne pense pas que ce soit dû à un contexte socio-économique. Oui. Alors, quand j'entends souvent ce genre de choses, sincèrement, je ris parce que les gens confondent les sociétés. Les gens confondent plein de choses. Un enfant, et ça a été démontré par des études,
africain, dans un contexte africain. Et je ne parle pas de nous, de l'Afrique qui s'est presque occidentalisée, non, dans un contexte africain. Purement africain traditionnaliste. Très bien. Est beaucoup plus adapté et beaucoup plus fonctionnel qu'un enfant occidental pendant les 3 premières années de sa vie. Je vous explique. Il y a des travaux qui ont été menés là-dessus, dans lesquels on a testé le développement de l'enfant africain sur les 3 premières années de vie par rapport à l'enfant occidental. Premier constat, pendant cette période, l'enfant africain est plus développé sur tous les plans par rapport à l'enfant occidental. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent ça? C'est l'enfant qui va téter le sein de sa mère jusqu'à un certain âge, qui va aller au champ avec sa main étant attachée au dos, qui va dormir dans le même lit que ses parents, qui va avoir autour de lui toute la famille qui est réunie et qui va être choyée à gauche et à droite. En contact avec les différentes générations. Très bien. Ce qui fait que cet enfant-là, qui baigne dans cet environnement social où il y a la joie en permanence qui se dégage, elle va évoluer très vite. Contrairement à l'enfant occidental, qui lui... un noyau bien restreint. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui se passe après 3 ans? C'est que l'enfant africain, dans nos sociétés traditionnelles à l'époque, va être séparé brutalement de sa maman au moment du sevrage. C'est qu'on va le prendre, l'envoyer chez une tante, on est je sais où, ou bien chez la grand-mère, ou bien un matin il se réveille, il trouve juste que sur le bout du sein de la mère, ben, on a mis, je sais pas, un sparadrap ou bien quelque chose là pour empêcher qu'il ait accès à ce truc directement. Et il y a une coupure dans cette relation sociale que l'enfant avait avec son environnement social proche. Du coup, ça fait partie des traumatismes de l'enfance, cette perte brutale, cette rupture brutale. Et l'enfant va peut-être une diarrhée par-ci, une petite maladie par-là, parce que son système immunitaire va prendre un coup. Du coup, il va faire des petites maladies et son développement va soit stagner, soit régresser. Et les conclusions de cette étude montrent que c'est à ce moment que l'enfant occidental prend le relais. Donc, il ne faut pas voir la société africaine comme étant une société agressive et violente. Ce n'est pas vrai du tout. Non, il est urgent de revenir à cette parentalité traditionnelle-là. Ça veut dire qu'il est urgent que notre humanisme d'antan qu'on soit reconnecté à ça. Regardez aujourd'hui, dans nos quartiers, quel parent accepte que son enfant joue avec les enfants du voisin? Chacun est fermé chez lui. Chacun a son laptop, chacun a sa télévision, chacun a le dernier iPhone, iPad. De tout écran, chacun est concentré. Même dans la cellule familiale, on a le soir où personne ne parle, chacun a la tête baissée sur son smartphone. On a la télé, l'ordinateur, chacun a un truc ou une conversation avec un ami, mais pas avec un membre de sa famille direct. Mais même si c'était avec un ami et qu'on était proche, ce serait bien. Mais ça se fait comment? Vous voyez, c'est virtuel. On ne parle pas avec des gens, on parle avec des machines. Du coup, c'est au contact des autres qu'on apprend les comportements fonctionnels. Les enfants qui restent collés à ces appareils auront des comportements inadaptés criards. Vous ouvrez la brèche, celle que nous on recherchait justement, pour parler du combat que mène Tatiana Mabougo au travers de Amaro Toys. Il faut préciser que Amaro Toys, à la base, c'est une petite structure qui, depuis pratiquement, Amaro doit avoir 3 ou 4 ans, depuis 3 ans, s'attelle à mettre à la disposition des parents des jouets éducatifs, et vous avez fait de cela votre leitmotiv, c'est une passion pour vous. Même comme vous êtes comptable de formation, à un moment, vous dites le meilleur métier au monde, et aujourd'hui vous menez un combat, celui de la lutte contre les écrans. À un moment où le développement numérique a pignon sur rue, on parle de mondialisation, vous chantez, vous allez contre-courant, vous naviguez contre-courant et vous dites non stop, il y a un danger, c'est ça? Oui, en fait, ceci part toujours d'une analyse faite sur mes propres enfants. J'ai remarqué une très grande différence entre celle qui a été vraiment scotchée aux écrans et les 2 derniers. Il y a une différence très criarde dans le comportement, surtout la concentration. Et en me rapprochant des spécialistes, je me suis rendu compte que c'était le fait que toute petite, à peine 6 mois, on l'a scotchée devant la télé presque toute la journée. Donc c'est pourquoi j'ai mené plus de recherches, aller
sur YouTube, écouter les spécialistes comme Abby et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est un combat qu'il faut mener. Il faudrait que les parents comprennent que les écrans, c'est pas bon pour nos enfants. À un certain âge, oui, on peut commencer progressivement avec le timing horaire de l'enfant en fonction des âges, mais que les parents arrêtent de substituer leur travail, leur rôle à la télévision ou aux tablettes et tout ça. C'est vraiment, ça nuit vraiment aux enfants. Et je pense que et il est mieux placé pour en parler. Et c'est l'occasion de parler du 8 octobre prochain, c'est dans quelques jours seulement. Du côté de Douala, si vous êtes au Cameroun, prenez au Cameroun, vous pouvez participer à cette formation là, via Zoom. Justement, vous proposer une plateforme où les parents vont échanger sur les dangers et vous serez le spécialiste pour permettre aux parents de comprendre les dangers auxquels ils exposent leurs enfants. Une surexposition aux écrans, on arrive à avoir des enfants qui ont un développement pratiquement comme des enfants autistes. Pourtant à la base ils ne sont pas autistes. Mais il y a des parents qui me disent souvent, mais oui, il aime beaucoup les écrans. Oui, je crois que quand il est devant les écrans, ça l'apaise, ça le calme. Vraiment, il ne dérange personne. Oui, il ne dérange personne. Je leur dis, ok, vous connaissez les junkies, n'est-ce pas? C'est les drogués. Ils aiment la drogue. Est-ce que c'est pour autant que ça leur fait du bien? That's the question. Et on connaît tous la réponse. Donc, très bien. C'est pour dire que aujourd'hui les écrans, on peut assimiler facilement à... Ça crée la dépendance. Et dans le cerveau de la personne, adulte ou enfant, c'est le même mécanisme de dépendance qui est activé, c'est-à-dire l'activation, la production des neurotransmetteurs qui sont associés au plaisir. De telle sorte qu'il n'y a plus aucune autre activité qui permette à l'enfant d'avoir le même niveau de satisfaction, le même niveau de plaisir. Du coup, s'il regarde par exemple, je ne sais pas, un jeu de société, s'il regarde un puzzle, si sa maman veut lui parler, mais quand on présente un jeu vidéo, bien son téléphone, bien sa tablette, lui, il est directement scotché et c'est comme s'il y a une activation de ce neurotransmetteur du plaisir et le calme revient, la sérénité, le bien-être, ainsi de suite. Maintenant, c'est quoi les conséquences? Elles sont légion. Les troubles des apprentissages, les troubles de l'attention, les troubles du sommeil. Donc c'est une avalanche de problèmes qui sont liés au fait de la surconsommation des écrans. Dans tous les cas, on ne va pas rentrer de façon trop précise. Là, on aura le 8 octobre. C'est la date? Oui, le 8 octobre à Douala est également présentiel et Zoom. Ça sera à quoi? À côté de Douala-Bercy à l'immeuble La Concorde. Donc Douala, le 8 octobre, 14h locale. Oui. Connectez-vous ou bien faites simplement le déplacement pour comprendre l'impact d'une surexposition aux écrans sur le développement de vos enfants. Et il y a encore quelques décennies, on ne pouvait pas poser le problème tel qu'on le pose aujourd'hui sur le continent africain, mais de plus en plus avec la nouvelle génération de parents, plus tôt on offre un smartphone ou une tablette à un enfant, plus on a la sensation ou bien c'est le symbole d'une réussite sociale. On est un bon parent. Dès 12 mois, un parent m'a dit, est-ce que vous avez des tablettes pour 12 mois? Je ne savais même pas quoi répondre. À 12 mois, une tablette, pourquoi faire? Donc, on vous donne rendez-vous ce 8. Je lui ai proposé d'autres jouets. Des alternatives. Oui, on a proposé d'autres jouets et à notre grande satisfaction, sans hésitation, le parent, il a pris parce que j'ai pris la peine de faire un briefing sur l'impact de l'écran. J'ai pris le risque parce que je pouvais me heurter à un parent
très ferme et qui me dit « Est-ce que je vous ai demandé comment faire avec mon enfant ?» J'ai eu la chance que ce parent a écouté et directement a fait le choix dans la galerie des jouets adaptés à l'enfant. C'est justement une interpellation, une invite aux parents. Revenez aux bases, à l'essentiel, l'interaction. Là, vous dites quelque chose de très très important. J'aime souvent dire ça aux parents. Souvenez-vous quand vous étiez petit. Qu'est-ce que vous jouez à quoi? Ouais. Vous voyez, on traçait des choses comme ça là. On mettait des pions à l'intérieur, on poussait. Oui. On prenait les papiers, on faisait un ballon avec, on mettait nos chaussures. On faisait la guerre, on voit qui va se cacher, la stratégie et tout ça. On jouait au foot, on lançait les cailloux, on attrapait. Vous voyez, quel enfant dans cette génération-là jouait seul? Ça. Tous, on a baigné dans cet environnement-là et les écrans sont en train de prendre le pas. Et dans tous les cas, vous militez pour que ça change. Et on espère que grâce à vos actions sur le terrain, on pourra vous retrouver Armand Hapi, pédopsychologue au moment de cet échange, Tatiana Mabogo, spécialiste en jouets éducatifs. Cela permettra aussi de lancer l'alerte et pourquoi pas de faire bouger les lignes. Parce que jusqu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, lorsqu'on dit sous d'autres cieux en Europe, on a les politiques publiques qui sont mobilisées justement pour que ça change. On a par exemple désormais des enfants qui sont suivis de façon particulière. Le problème est tellement criard que ça devient maintenant un problème de santé publique. Oui. C'est-à-dire qu'on doit se réveiller pour qu'on n'en arrive pas là. Il ne faudrait pas qu'on soit dans le remake pendant que d'autres luttent pour sortir de cet engrenage, parce qu'il faut dire qu'un enfant surexposé aux écrans passe dans le même processus de guérison qu'une désintoxication concernant. Exactement. Et c'est pas joli du tout, c'est pas joli à voir. Il faut faire preuve de patience et le coût de la prise en charge. Voilà, donc imaginez un gars qui est hospitalisé dans un service de psychiatrie parce qu'il est alcoolodépendant. C'est-à-dire que c'est un type qui boit des quantités vraiment débordantes d'alcool. Et puis on lui dit, on va vous soigner, on l'amène dans un service de psychiatrie, il est interné. Donc pour sortir un enfant, ou bien un adolescent, même un adulte, de la surconsommation des écrans, c'est le même processus. Parce que le jour où son parent lui prend le téléphone... on doit arriver à interner un enfant aussi pour ça. Il y a des environnements où ça se fait. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des centres qui sont faits, qui sont construits loin de la ville, où il n'y a pas d'accès au réseau et où les seuls téléphones, c'est les téléphones fixes. Donc, si vous voulez parler à quelqu'un, ce n'est que il n'y a aucun moyen de se connecter sur Internet. Aucun moyen. Ça veut dire que c'est un sevrage. Et après le sevrage, il faut gérer tous les facteurs psychotraumatiques autour pour que la personne puisse préparer son retour dans la société. C'est exactement le même processus. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord réussir à détecter le mal, parce qu'en Afrique, il y a trop de superstitions. On finit par dire c'est le voisin qui a fait. Pourtant, nous sommes à l'origine de l'état de l'enfant. On détecte, on diagnostique le problème. Trouver encore le centre des prises en charge, c'est pas ça qui... On n'a pas encore ce genre de dispositif ici. En Afrique subsaharienne, ou bien trouver un spécialiste qui peut prendre en charge cet enfant à distance n'aura pas le même résultat. Ça veut dire que vous aurez besoin d'un peu plus de temps que sous d'autres cieux, peut-être avec le même résultat au bout du processus, mais seulement il va falloir aussi travailler à cette réinsertion sociale. Le plus dur, c'est pas le travail avec l'enfant, parce que son cerveau, parfois il arrive qu'il a été encore suffisamment jeune, donc il est encore malléable. Vous voyez, parce que notre cerveau est plastique, c'est un peu comme le chewing-gum. Quand on va chercher un chewing-gum, on peut lui donner n'importe quelle forme. Donc le cerveau de l'enfant, c'est la même chose. Ça peut se faire, ça peut se défaire. Vous voyez, on appelle ça la plasticité cérébrale. Donc c'est encore possible de faire ces changements. Le problème, c'est l'environnement. Le parent qui ne comprend pas quel est son vrai rôle. Vous allez lui expliquer, mais il a ses problèmes lui-même qu'il faut résoudre et qu'il ne voit pas comme étant quelque chose d'important. Donc le travail à faire, le plus gros du travail, c'est le parent. Qu'ils comprennent. Je ne juge pas le parent, je constate que les parents ont d'énormes difficultés. Mais simplement, ils sont comme des drogués, c'est-à-dire n'admettent pas
ils ont des difficultés, ou bien se disent qu'ils iront mieux lorsque l'enfant ira mieux. Mais pour que l'enfant aille mieux, il faudra que vous-même, parents déjà, soyez suffisamment stables, suffisamment que vous ayez suffisamment de moyens de pouvoir contrôler vos propres émotions. Donc c'est un travail qui est global. Donc le système politique doit pouvoir prendre la situation en main, les parents, les éducateurs et l'enfant. Donc c'est pas quand on va travailler sur l'enfant en ignorant le reste. L'enfant est dans un système. On interpelle aussi les experts de la petite enfance. Exactement. Et regardez même au niveau des crèches qui, en lieu et place des jouets manuels, ont tendance maintenant à opter pour des projections, écrans des aussi, choses comme ça. Donc il faudrait qu'on apprenne à avoir une Afrique qui se déconnecte au lieu d'avoir une Afrique hyper connectée. C'est vrai, on encourage l'évolution numérique, mais il faudrait qu'on ait le courage de faire face aux dangers. Au danger, oui. On ne dit pas que le numérique n'est pas bien, comme je dis toujours, mais on dit juste de contrôler. De contrôler surtout lorsque l'enfant est là encore tout petit. Et en grandissant, il faudrait vraiment faire la part de choses. Travailler sur la sociabilité de l'enfant au lieu de le laisser scotcher tout seul dans un coin. Parce que c'est ça qui conduit à tous ces effets qu'on vit actuellement. Et déjà, qu'est-ce qu'il apprend dans ce contenu qu'il passe le temps, qu'on ne maîtrise pas? Oui, donc je pense pour ma part que c'est un appel aux parents pour ne pas arriver à l'extrême, pour ne pas arriver à dire l'enfant n'arrive pas à s'adapter, n'arrive même pas à parler, il n'arrive même pas à distinguer les choses, pour ne pas arriver au niveau où on va dire l'enfant manque de concentration, pour ne pas arriver au niveau où tu vas parler à l'enfant et il va te jeter la main parce qu'il est scotché sur son appareil. Il faudrait mieux que les parents se dirigent le 8 octobre à Douala-Bercy. Ah, c'est compris. Et si vous avez besoin de mener ou bien de poursuivre cet échange avec Tatiana Mabougo, spécialiste en jouets éducatifs, tout simplement ses réseaux sociaux. Tatiana déjà Mabougo, vous allez trouver sur Facebook ou bien Amaro Toys. Si vous tapez simplement sur Facebook, vous allez la retrouver. Et peut-être aussi sur Instagram. C'est dit, Armand Happy. Merci. On aura le plaisir de vous suivre le 8 octobre prochain. Je tiens à préciser que moi, femme, est très ancrée sur des sujets en rapport avec l'éducation, parce que pour être la femme de demain, il faudra déjà penser à l'enfance. Et l'enfance, c'est la priorité. La femme de demain, c'est aujourd'hui qu'elle est bâtie. Alors, nous sommes là pour encourager toutes ces initiatives privées et même publiques qui militent pour une éducation positive. Ça, c'est notre mot d'ordre, parce que avoir les retombées, il est plus intéressant d'avoir un jeune qui a réussi à apprendre à grandir en étant positif que d'avoir un jeune qui a grandi et qui a subi plutôt une éducation. C'est pour ça que nous disons oui, oui à vous tous qui militez pour une enfance positive. Voilà pourquoi nous encourageons Amaro Toys, nous encourageons Armand Happy, le pédopsychologue qui travaille pour le bien-être de ces tout-petits. Merci pour vos initiatives privées. Ça a été un plaisir de vous avoir. 52 minutes, malheureusement, ça passe trop vite, un peu trop vite à mon goût. Déjà, Merci. On s'en rend pas compte, n'est-ce pas? Après on commence, c'est déjà fini. Pas du tout. De toutes les façons, je crois que les émissions comme celle-ci doivent être suffisamment encouragées, parce que ça aide les parents. Vous savez, c'est même pas en un jour qu'on apprend. Oui. Il faut dire et redire, dire sans arrêter. C'est pour ça que nous serons là le 8 octobre, justement, pour apprendre davantage et revenir dire aux téléspectateurs, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, voilà ce que nous avons appris. Dans tous les cas, pour ce rendez-vous, vous n'avez pas besoin d'excuses. Via Zoom, vous pourrez vous connecter et apprendre et comprendre les dangers d'une surexposition aux écrans. C'est dit. Rendez-vous le 8 octobre. Nous, sur ce plateau, amis téléspectateurs de Dash News, on se donne rendez-vous dans 7 jours. Comme je le dis, ça passe très vite. À bientôt.